Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Trevor avait entendu dire que l'amour s'étiole avec le temps, qu'un mariage traverse des phases avec des hauts et des bas. Il y croyait. Il mettait les longs silences de Brenda sur le compte de la fatigue. Il justifiait ses fréquentes visites à la salle de sport comme une manière de gérer son stress. La distance grandissante entre eux, pensait-il, était normale. Ils étaient ensemble depuis si longtemps. Mais certains détails avaient commencé à le déranger. La façon dont elle dissimulait son téléphone dès qu'il entrait dans la pièce, les messages nocturnes qu'elle prétendait venir de son groupe de copines, ou encore sa manie de se précipiter sous la douche à peine rentrée à la maison. L'accumulation de ces faits créait un malaise grandissant qui se développait en lui comme une moisissure dans un coin oublié. Un jour, alors qu'il prenait l'ordinateur portable pour préparer un devis, il remarqua que Brenda avait laissé sa messagerie ouverte. C'était un simple message, mais avec des mots qu'aucun mari ne devrait jamais lire. Aujourd'hui, c'était encore mieux qu'hier. Ton parfum est encore sur ma peau. La signature était une simple initiale. C. Son cœur s'emballa. Mais au lieu de la confronter, il décida de refermer l'ordinateur, de prendre une profonde inspiration et de réfléchir calmement. Il savait qu'à partir de cet instant, chacun de ses gestes devait être précis. Pas d'impulsivité, pas de scène. Il lui fallait des preuves, des certitudes et un plan à la hauteur de la douleur qui commençait à naître en lui. Cette même semaine, il appela Ronald Blake. Les deux hommes se connaissaient depuis le lycée, mais leurs chemins avaient divergé. Tandis que Trevor s'était spécialisé dans la construction de piscines, devenant l'un des entrepreneurs les plus respectés de la région, Ronald avait rejoint la police avant de se reconvertir en détective privé après sa retraite. Sans détour, Trevor lui expliqua la situation. Ronald écouta en silence, et à la fin, il dit simplement « Donne-moi 3 semaines ». Durant cette période, Trevor conserva sa routine. Il partait tôt au travail, rentrait chaque jour à la même heure, gardait son sang-froid. Si Brenda remarqua quelque chose d'étrange, elle n'en laissa rien paraître. Elle continua d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine, toujours aux mêmes heures. Elle prétendait avoir besoin de temps pour elle, que le CrossFit était bon pour son estime de soi. Trevor écoutait avec une compréhension apparente, mais à l'intérieur, chaque mot qu'elle prononçait était comme un autre couteau s'enfonçant plus profondément. À la fin de la 2e semaine, Ronald le contacta. Il devait lui montrer certaines choses en personne. Trevor passa chez lui après le travail. À peine entré, Ronald brancha une clé USB sur la télévision et lança une série d'images. Brenda et un homme quittant la salle de sport ensemble. Les deux montant dans sa voiture. Des baisers échangés dans le garage d'un immeuble. Des images prises à distance, avec la date et l'heure incrustées. À chaque nouvelle photo, Trevor sentait le sol se dérober sous ses pieds. Mais ce qui retint surtout son attention, c'est quand Ronald mit une vidéo en pause et dit « Ça, c'est Chad Walker, instructeur de CrossFit, très connu en ville, plusieurs clientes et un schéma bien rodé. » C'est là que l'histoire prit une autre tournure. Ronald expliqua qu'en suivant Chad, il avait vite remarqué que celui-ci voyait d'autres femmes, des femmes mariées. Les scènes se répétaient, salle de sport, regards échangés, conversations privées, sorties à des heures inhabituelles. En moins de 10 jours, le détective avait déjà identifié au moins 4 femmes différentes
avec qui Chad avait une liaison, toutes mariées. 2 d'entre elles avaient même des enfants dans la même école que ceux de Chad, ce qui signifiait qu'ils connaissaient leur famille et agissaient malgré tout. Trevor resta silencieux quelques minutes. La colère était là, bien sûr, mais ce qui le dominait à cet instant était une froideur d'un autre genre, presque clinique. Il voyait un schéma. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un comportement de prédateur, une structure répétée, un jeu malsain impliquant non seulement sa femme, mais d'autres familles, d'autres hommes. Et il savait que si cette douleur le rongeait, d'autres maris vivaient probablement le même enfer silencieux, ignorant avec qui leurs femmes passaient leur nuit. Avec l'autorisation de Trevor, Ronald alla plus loin. Il accéda à de faux comptes que Chad avait créés pour communiquer avec ses femmes. Il découvrit que Chad utilisait des messages cryptés, des surnoms et même des applications secondaires pour cacher ses conversations. Il y avait des traces de rendez-vous prévus dans des hôtels de la ville voisine, des réservations faites sous des noms d'emprunt et même la location d'un petit loft utilisé exclusivement pour des rencontres secrètes. Chad était méthodique, prudent et savait comment couvrir ses arrières, mais personne n'avait compté sur Ronald. Trevor commença à stocker toutes les preuves dans un dossier crypté sur son propre ordinateur. Il avait tout: les dates, les noms, les heures, les vidéos, les captures d'écran. Sur une image, il vit l'alliance de Brenda suspendue à une chaîne à l'intérieur de la voiture de Chad. C'était comme si elle avait délibérément retiré le symbole de leur mariage pour l'exhiber en compagnie de son amant. Ce détail frappa Trevor comme une flèche. Pourtant, il resta silencieux. En lui, une idée prenait forme, encore vague mais déjà orientée. Il ne voulait pas faire de scène, exposer sa douleur aux voisins, ni mendier des explications à quelqu'un qui avait déjà fait ses choix. Il voulait quelque chose de plus grand, de plus lourd, quelque chose qui ne se contenterait pas de révéler la vérité, mais laisserait une marque, non par simple vengeance, mais par justice. Trevor sentait qu'il n'était pas le seul trompé, et s'il existait un moyen de renverser ce jeu, il le trouverait. Ce soir-là, en rentrant, Brenda regardait une série et lui demanda nonchalamment s'il voulait commander à manger. Trevor répondit qu'il n'avait pas faim. Elle sourit et se retourna vers l'écran. Il monta dans sa chambre et commença à organiser les fichiers par ordre chronologique. À chaque clic, sa colère se transformait en stratégie. C'est ce qui le rendait différent. Il n'allait pas exploser, il allait agir, et quand il le ferait, ce serait définitif. Trevor passa les jours suivants concentré sur son travail. Il rencontrait des clients, supervisait des chantiers, livrait des devis. À l'extérieur, tout était normal. À l'intérieur, une tempête organisée. Les images, les messages, les vidéos, tout était enregistré, catalogué et sauvegardé. Chaque femme identifiée était consignée avec son nom, les dates de rencontre, des extraits de conversation et son contexte familial. Il observait attentivement les schémas comportementaux de Chad, et ce qui avait commencé comme un cas isolé avec Brenda révélait maintenant un réseau d'adultère bien plus vaste et dangereux. Chad n'était pas seulement infidèle, il était méthodique. Il s'infiltrait dans les failles des relations fragilisées, devenait un confident, puis un amant, et il le faisait en série. Avec l'aide de Ronald, Trevor obtint l'accès aux listes d'élèves du CrossFit. Le nombre de femmes impliquées pourrait être plus grand qu'il n'y paraissait.
Ronald commença à vérifier les profils sur les réseaux sociaux et les faux comptes liés à Chad. Sur l'un d'eux, il trouva des conversations avec une femme identifiée comme Vi, qui parlait de rencontres discrètes et disait être dans un mariage tiède. Les messages étaient presque identiques à ceux que Brenda avait reçus. Même format, même phrase, même manipulation. Chad utilisait un script. Trevor réalisa que cela dépassait sa blessure personnelle. Il avait affaire à quelqu'un qui séduisait les femmes engagées comme une addiction, une sorte de prédateur émotionnel déguisé en coach personnel inspirant. Il savait exactement comment activer le sentiment de manque affectif chez les femmes et l'utilisait à son avantage. Le plus impressionnant était la façon dont il parvenait à maintenir toutes ces relations sans éveiller de soupçons évidents jusqu'à maintenant. Brenda continuait sa routine habituelle. Elle parlait de ses entraînements, mentionnait Chad d'un ton neutre comme s'il n'était que l'instructeur du cours. Elle disait qu'il était exigeant, qu'il la poussait à fond sur les squats et qu'il disait des choses qui vous rentraient dans la tête. Trevor écoutait en silence. Chacune de ces phrases était une autre pièce du puzzle. Chaque commentaire aidait à cartographier le niveau d'implication. Mais il ne montrait rien. Il répondait par des expressions courtes, changeait de sujet ou se levait pour se faire un café. Brenda semblait sereine, sans se douter que Trevor avait déjà la preuve de tout. Alors que le volume de preuves augmentait, Trevor décida de croiser les noms. Il prit les femmes apparaissant sur les images et les compara avec leurs maris. Il découvrit que 2 d'entre eux avaient déjà travaillé avec lui sur d'autres projets. L'un était Dennis Campbell, un architecte. L'autre, Mark Driscoll, propriétaire d'un magasin de matériaux de construction. Tous deux avaient des femmes qui fréquentaient le même cours de CrossFit. Trevor était certain qu'elles figuraient sur la liste de Chad, mais il lui fallait encore une confirmation. Un samedi après-midi, en passant devant une jardinerie, il tomba par hasard sur Dennis. Ils parlèrent d'un ancien projet et, naturellement, Trevor aborda le sujet de la salle de sport. Dennis raconta que sa femme était devenue complètement accro aux entraînements, qu'elle semblait être une autre femme, plus coquette, plus énergique, et qu'elle s'était même un peu éloignée de lui. Trevor marqua une pause, puis dit simplement: J'ai quelque chose à te montrer, mais ça doit rester entre nous. Ils se donnèrent de rendez-vous chez Dennis ce soir-là, sans sa femme. Quand Dennis vit les images, il se figea. Il confirma que c'était bien elle, identifia la voiture, le t-shirt, le bracelet, lut les messages, referma l'ordinateur et resta assis, la main sur le visage, pendant de longues minutes. Trevor ne dit pas qu'il avait lui aussi été trompé. Il préféra écouter. Dennis admit qu'il avait remarqué des changements, mais n'aurait jamais imaginé cela. Trevor prononça alors la phrase qu'il s'était répétée des centaines de fois. La douleur est la même. Ce qui change, c'est ce que nous en faisons. Prudemment, Dennis mentionna d'autres noms. L'un d'eux était Kevin Myers, dont le mariage semblait également vaciller depuis que sa femme avait commencé le CrossFit. Trevor contacta Kevin la semaine suivante. Ils se virent pour un café dans un endroit discret. Lorsque Trevor lui montra le dossier avec les fichiers, Kevin fixa l'écran intensément et murmura: Ça explique tout. En moins de 10 jours, Trevor avait assemblé un réseau silencieux de maris trahis, tous avec des histoires similaires, tous dévastés, tous ne sachant comment agir. Mais Trevor, lui,
savait. Il avait déjà choisi la scène, le moment et l'impact. Chacun d'eux verrait son nom protégé. Personne ne serait exposé, sauf Chad. Juste lui. Trevor allait procéder de manière stratégique, sans scandale prématuré ni menace vaine. Le plan était en marche, et tout le monde était à bord. Pendant ce temps, Brenda continuait d'agir comme si de rien n'était. Elle faisait des projets pour un voyage en couple à la fin de l'année, demandait s'il voulait changer de voiture, mentionnait que sa mère voulait leur rendre visite. Trevor acquiesçait à tout. Il était patient. Le temps jouait en sa faveur. Il savait qu'au bon moment, la vérité exploserait aux yeux de tous, et personne ne s'y attendrait. C'était comme un projet de construction complexe. Des fondations invisibles, une structure cachée, une finition impeccable, jusqu'au jour de l'inauguration. Et Trevor avait déjà choisi la date. Il restait 3 semaines. Le championnat régional de CrossFit était attendu depuis des mois. L'événement rassemblait les meilleurs athlètes de la région et attirait des centaines de personnes, y compris des sponsors, des passionnés de sport et des membres de la communauté. Chad était le nom principal de la compétition. Il apparaissait sur les affiches, les bannières, les vidéos promotionnelles. Les organisateurs le qualifiaient de favori pour le podium. Sa popularité avait tellement grandi que des marques de compléments alimentaires et des salles de sport le courtisaient déjà pour des contrats plus importants. Brenda parlait de l'événement avec excitation, disant que tout le monde de la salle serait là, que ce serait le grand jour de Chad. Trevor écoutait, hochait la tête et disait qu'il passerait peut-être s'il pouvait quitter son chantier plus tôt. À l'intérieur, il comptait les heures. La veille, Trevor avait finalisé les derniers tests techniques. Avec l'aide de Jared, le responsable de la diffusion audiovisuelle du championnat, tout était prêt. Les vidéos étaient organisées en séquence, l'audio synchronisé, les textes superposés. Une seule commande permettrait de tout lancer en synchronisation avec le chronomètre de la compétition. Jared avait reçu son paiement d'avance et la garantie que personne ne saurait qu'il était impliqué. Trevor avait insisté sur le fait que le contenu était vrai, qu'il s'agissait de crimes moraux, d'une confiance brisée et d'un réseau d'adultère capable de détruire des familles. Jared avait examiné les fichiers avant d'accepter. Il avait lentement refermé l'ordinateur, croisé les bras et dit « Ce type doit tomber ». Le jour de l'événement, le gymnase était bondé. Les rangées étaient remplies de familles, de jeunes athlètes, d'hommes d'affaires et de curieux. Les médias locaux assuraient une couverture en direct. Trevor arriva 1 heure avant la présentation de Chad. Vêtu d'un simple t-shirt et d'une casquette, il passa inaperçu dans la foule. Certains des maris à qui il avait parlé les semaines précédentes étaient là. Aucune interaction. Chacun se tenait à un point stratégique des gradins. C'était un pacte silencieux. Brenda était également présente, assise à côté d'une des amies impliquées avec Chad, totalement inconsciente de tout. Lorsque le nom de Chad fut annoncé au micro, la foule applaudit. Il apparut au centre du gymnase, suffisant, saluant les sponsors, envoyant des baisers aux caméras. Les lumières s'ajustèrent. La musique d'entrée résonnait fort. Le grand écran derrière la plateforme commença à diffuser les moments forts de sa carrière. Médailles, photos d'entraînement, citations de motivation. Chad leva les bras, pointa le ciel et se prépara pour la première épreuve de la finale. C'est à cet instant précis que l'écran devint noir. Pendant 2 secondes, tout fut sombre. Le public pensa que cela faisait partie de l'introduction. Puis, la première image apparut. Chad embrassant Brenda à l'entrée d'un parking, la date affichée dans le coin de l'écran. Un silence pesant s'abattit sur le gymnase.
Ensuite, une vidéo, eux deux riant ensemble dans un restaurant, les mains jointes sur la table. L'image se figea et un texte apparut. Liaison extra-conjugale avec Brenda Williams, mariée depuis 15 ans. Puis une autre photo. Chad avec une autre femme dans un parc, avec la légende. Melissa Campbell, épouse de Dennis Campbell. La foule commença à réagir. Des murmures, des chuchotements, des gens qui pointaient du doigt. Les images suivantes s'enchaînèrent comme une série de coups de poing. Chacune révélait une autre femme, un autre mariage, un autre mensonge. Les maris reconnaissaient leurs femmes sur les photos. Les visages n'étaient pas floutés. Trevor avait été direct. Les images montraient des visages, des contacts, des regards intimes. Aucun doute n'était permis. Chad était toujours debout au centre de l'arène, figé, les yeux écarquillés, la respiration lourde. Il tenta de faire signe aux organisateurs, mais les opérateurs de l'écran avaient abandonné le contrôle pour des raisons de sécurité. Jared avait suivi le plan à la lettre, programmant la lecture automatique de la vidéo à l'instant précis, avec une sauvegarde de lecture à distance. Personne ne pouvait l'arrêter. À chaque nouvelle image, la tension montait. Brenda se recroquevillait sur son siège. L'amie à côté d'elle se couvrit la bouche avec ses mains. Toutes deux étaient dans les vidéos. Toutes deux étaient exposées. Le gymnase devint un champ de mines de honte, d'incrédulité et de colère. Un des maris cria le nom de Chad et sauta par-dessus la barrière de sécurité. Un autre le suivit. La sécurité tenta d'intervenir, mais la foule avait déjà commencé à envahir l'arène. Les spectateurs se levèrent en masse, essayant de filmer, de comprendre, de commenter. Les cris se mêlaient aux bruits de choc et d'indignation. Chad tenta de courir vers les coulisses, mais il fut encerclé. Un homme l'attrapa par le col, un autre le bouscula. Le coup projeta l'entraîneur au sol. Les premiers coups de poing suivirent. Poing, pied, cri. La sécurité agit trop tard. Ils essayèrent d'écarter les hommes, de contenir le chaos, mais le mal était fait. Chad gisait en position fétale, tentant de se protéger, hurlant que tout était faux. Trevor restait debout dans la foule, observant de loin. Il ne toucha personne, ne dit pas un mot, il se contenta de regarder. Pour lui, c'était déjà terminé. La police arriva quelques minutes plus tard, dispersant l'agitation. Chad fut menotté, plus pour sa protection que pour une arrestation, et escorté dehors sous les huées. Les organisateurs annulèrent brusquement l'événement. Les marques sponsors retirèrent publiquement leur soutien en quelques heures. La nouvelle se propagea à une vitesse fulgurante. La vidéo de la diffusion, montrant les images de l'écran, fut partagée sur les réseaux sociaux et atteignit des milliers de vues en quelques heures seulement. Les titres des journaux annonçaient l'idole du CrossFit démasqué en direct lors d'un événement. L'entraîneur exposé pour de multiples liaisons déclenche le chaos au championnat. Les photos circulèrent aux côtés d'enregistrements audio que Ronald avait obtenus les jours précédents. Chad devint un sujet de ridicule, d'indignation et de dégoût. Sa carrière s'acheva à cet instant. Brenda quitta le gymnase sous escorte. Elle pleurait, essayant de cacher son visage. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Trevor l'attendait déjà, silencieux. Son heure était venue. Au milieu du gymnase, encore sous le choc du scandale, la foule se dispersa lentement. Certains essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé. D'autres, abasourdis, partaient simplement en silence. Brenda resta assise,
immobile, les yeux embués, le visage pétrifié. Le maquillage qui avait coulé révélait plus que des larmes. C'était le poids de tout. L'écran affichait maintenant un message, problème technique, mais il était trop tard. Les images étaient déjà sur les réseaux sociaux, sur les téléphones, dans les conversations et dans sa conscience. Brenda chercha Trevor du regard. Elle le vit, debout de l'autre côté du gymnase, entre deux piliers. Il la fixa quelques secondes, mais sans fureur. C'était quelque chose de bien pire. Un regard vide, sans affection, sans regret, sans ressentiment. Une fin définitive. Elle se leva comme pour tenter une explication, mais il tourna le visage et sortit par l'une des portes latérales, disparaissant de sa vue. Cela fit plus mal que n'importe quelle exposition publique. Il n'avait pas crié, il ne s'était pas disputé, il lui avait simplement tourné le dos. Et cette absence de réaction fut comme une coupure nette en pleine poitrine. Elle arriva à la maison une demi-heure plus tard. Elle vit son camion dans le garage. Elle trembla en insérant la clé dans la serrure. Quand elle entra, Trevor était assis à la table de la cuisine. Sa valise était déjà là, appuyée contre le mur. Un dossier en carton avec des documents de base était posé sur la table. Carte d'identité, carte bancaire, effets personnels essentiels. Brenda s'effondra. Elle tomba à genoux, en larmes. Elle le supplia de l'écouter. Elle dit que tout avait commencé comme une impulsion stupide, que ses amis parlaient tellement de Chad, de son physique, de son attention, qu'elle avait pensé que c'était sans danger. Elle dit qu'elle s'était toute laissée prendre à son jeu, que c'était comme un pacte silencieux entre elles, et qu'elle avait simplement suivi. Elle n'avait jamais pensé que ça irait aussi loin, jamais imaginé être découverte de cette façon. Trevor resta silencieux un moment, puis il se leva, prit le dossier et le plaça dans la valise. Il la regarda et dit calmement, « Je te pardonne, Brenda, parce que j'ai besoin d'être en paix avec moi-même. Mais tu n'es plus ma femme. Prends tes affaires et quitte ma maison. » Elle pleura plus fort, implorant une autre chance, disant que ce n'était qu'une phase, une erreur, qu'il avait toujours été l'amour de sa vie. Trevor ne répondit pas. Il ouvrit simplement la porte et lui montra le chemin. Elle comprit. Elle se releva lentement, prit sa valise et partit. Chaque pas était un adieu sans retour. Elle alla chez sa mère, qui vivait dans un quartier modeste, loin du centre-ville. Elle arriva tard dans la nuit, encore sous le choc. Sa mère ouvrit la porte et fut effrayée de voir sa fille dans cet état. En apprenant ce qui s'était passé, elle s'assit sur le canapé et resta silencieuse quelques minutes. Puis, elle regarda Brenda dans les yeux et dit, « Tu as perdu un homme bien. Tu as détruit ton propre foyer par vanité. Tu as été élevé avec des valeurs et tu as choisi de te perdre. » Brenda pleura comme une enfant. Sa mère ne la serra pas dans ses bras. Elle dit qu'elle pouvait rester un certain temps, mais que ce serait temporaire, qu'elle devrait faire face aux conséquences et que cela devait être un point final pour la femme qu'elle était devenue. Le temps passa. Les avocats s'occupèrent de la procédure. Trevor ne compliqua rien. Il signa les papiers rapidement. Lorsque le divorce fut officiellement prononcé, il rangea la copie dans le tiroir de son bureau et retourna au travail, comme il l'avait toujours fait. Pour lui, ce chapitre était clos, et il ne serait pas réécrit. Les mois qui suivirent
furent empreints de silence. L'histoire du scandale circulait encore dans les groupes de la ville, mais l'ouragan avait laissé place à un vide collectif. Beaucoup feignaient d'avoir oublié. D'autres utilisaient cette histoire comme une mise en garde. La vidéo du grand écran fut retirée de plusieurs plateformes, mais des copies existaient toujours. Trevor, lui, reprit le cours de sa vie à un rythme régulier. Il retourna à sa routine sur les chantiers, développa les services de son entreprise et gagna de nouveaux clients, précisément grâce à l'intégrité dont il avait fait preuve. Les gens admiraient la manière dont il avait géré la situation. Aucune violence, aucun cri, aucune humiliation. Il avait simplement révélé la vérité. Le respect qu'il gagna était silencieux, mais durable. Après le divorce, il engagea un avocat pour s'occuper de la vente de la maison qu'il avait partagée avec Brenda. Il en acheta une autre, plus petite, dans une résidence discrète. Il rénova tout de ses propres mains. Là, il trouva une nouvelle paix. La douleur avait été immense, mais sa dignité l'était encore plus. Peu à peu, il commença à échanger avec Sophie, sa voisine veuve. Elle l'observait depuis des années, mais avait toujours gardé ses distances par respect pour son mariage. Désormais, leur rencontre se faisait naturellement. Un café sur le porche, des conversations sur les choses simples de la vie. Sophie ne le guérit pas, mais elle l'aida à se souvenir qu'il y avait encore de la place pour la confiance. Brenda continua de vivre chez sa mère pendant 3 mois. Elle tenta de trouver un travail, mais était constamment reconnue. Elle recevait des messages anonymes, des commentaires indirects sur les réseaux sociaux, des invitations à des groupes de soutien créés par d'autres femmes qui, elles aussi, avaient été impliquées avec Chad. Sa mère, ferme, exigea qu'elle déménage dès qu'elle décrocha un poste de vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle lui dit qu'elle en avait assez fait en lui offrant le gîte et le couvert, et que le reste dépendait de Brenda. Brenda loua un petit studio en centre-ville et commença à vivre modestement. Elle portait la honte dans son regard. Certains jours, elle songeait à envoyer une lettre à Trevor. D'autres, elle préférait faire comme s'il n'avait jamais existé. Mais le souvenir était là, et la douleur était plus vive quand elle se remémorait son silence. Chad disparut de la ville pendant un temps. Après le scandale, il perdit tous ses contrats avec les marques de compléments alimentaires, les salles de sport et ses partenaires d'entraînement. Il fut poursuivi en justice par 2 maris pour préjudice moral. L'un d'eux déposa une plainte au pénal, l'accusant de harcèlement moral envers sa femme. La salle de sport qu'il fréquentait mit fin à son adhésion. Il tenta de monter sa propre affaire dans une autre ville, mais l'histoire le suivait comme une ombre. Il changea de nom sur les réseaux sociaux, tenta de se réinventer en coach en développement personnel, mais les commentaires revenaient sans cesse. On le traitait de manipulateur, de briseur de ménage, d'opportuniste. Aucune de ses publications n'échappait au jugement. Chad apprit le prix de l'ego et découvrit qu'une renommée bâtie sur des mensonges s'effondre d'un simple clic. Dennis Campbell et les autres maris reconstruisirent de leur vie avec effort. Certains sauvèrent leur mariage grâce à la thérapie et au pardon. D'autres prirent des chemins différents. Mais tous, sans exception, remercièrent Trevor à un moment ou à un autre, car il avait été le premier à voir le schéma, à rassembler les pièces du puzzle et à leur dire que la faute ne leur incombait pas. Ils n'étaient pas faibles, ils avaient été trompés, et en voyant la vérité exposée aux yeux de tous, ils purent enfin comprendre que parfois, le silence d'un homme blessé porte plus de force que n'importe quel cri.
Trevor n'a jamais cherché la vengeance. Il cherchait la justice. Et en révélant la vérité, il ne s'est pas seulement libéré lui-même, il a aussi empêché d'autres familles de subir la même destruction. Il reconstruisit sa vie calmement, sans se précipiter dans une nouvelle romance, mais ouvert à la possibilité d'être sincèrement aimé. Sophie le respectait, admirait la façon dont il regardait les gens dans les yeux, et cela suffisait. Le temps passa, et avec lui, la guérison. Car certaines chutes ne sont pas faites pour blesser. Elles sont là pour nous apprendre où ne plus jamais mettre les pieds. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous suivez cette histoire. Votre avis est précieux et aide cette chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À la prochaine!